Je me souviens de Karim parce que son quotidien ressemblait à une succession de petites blessures invisibles. Rien de dramatique en apparence. Pas de grande trahison, pas d'événements violents, juste des détails. Un message laissé sans réponse, un ton un peu froid, une remarque maladroite, et pourtant, chaque détail devenait une tempête à l'intérieur de lui. Un matin, il m'a dit: Je ne comprends pas. Tout m'affecte, tout me touche, c'est épuisant. Et il avait raison. Parce que ce n'était pas la gravité des événements qui le fatiguait, c'était leur accumulation, amplifiée par ses réactions. Karim ne choisissait pas ce qui méritait son énergie. Il réagissait à tout, automatiquement, instantanément, comme si chaque chose extérieure avait un accès direct à son monde intérieur. Je me souviens d'une situation très simple. Quelqu'un n'a pas répondu à son message pendant quelques heures. Rien d'exceptionnel, mais dans son esprit, tout s'est déclenché. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Est-ce qu'il m'ignore? Est-ce que je ne compte pas? Et en quelques minutes, une absence de réponse devenait une remise en question complète de lui-même. Psychologiquement, ce mécanisme est très fréquent. Le cerveau humain cherche du sens, il ne supporte pas le vide. Alors, quand il n'a pas d'information, il invente, et souvent, il invente le pire. Mais le vrai problème n'est pas cette interprétation. Le vrai problème, c'est l'absence de filtre. Karim laissait tout entrer, sans tri, sans distance, sans conscience. Chaque parole, chaque geste, chaque silence avait le même poids. Et c'est cela qui crée l'épuisement. Parce que si tout est important, alors rien n'est réellement supportable. Je me souviens du moment où quelque chose a commencé à changer. Je lui ai posé une question très simple. Est-ce que tout mérite vraiment une réaction de ta part? Il est resté silencieux. Parce que, pour la première fois, il n'avait jamais envisagé cette possibilité. Il pensait que ressentir impliquait réagir. Mais ce n'est pas vrai. Ressentir est naturel. Réagir est un choix. Et cette distinction change tout. Psychologiquement, quand tu réagis à tout, tu donnes ton pouvoir à tout. Tu deviens dépendant de l'extérieur, des gens, des situations, des imprévus. Ton état intérieur devient instable parce qu'il est constamment influencé. Mais le jour où tu commences à choisir, quelque chose se transforme. Je me souviens qu'il a commencé par de petites choses, un message sans réponse. Au lieu de réagir immédiatement, il a attendu, il a observé, il s'est dit: peut-être que ça n'a rien à voir avec moi. Et pour la première fois, il n'a pas laissé son esprit créer une histoire. Quelques heures plus tard, la personne lui a répondu normalement, sans tension, sans problème, et il m'a dit: tout ce stress n'était que dans ma tête. Et c'est là que la prise de conscience commence, pas dans les grandes théories, mais dans ces petits moments où tu réalises que tu t'es fait souffrir, tout seul. Je me souviens aussi d'une autre situation, quelqu'un lui a fait une remarque un peu sèche. Avant, il aurait réagi, il aurait répondu, ou il aurait gardé cela en lui toute la journée. Mais cette fois, il a fait une pause, il a respiré, et il s'est posé une question. Est-ce que cela mérite vraiment mon énergie? Et la réponse était non. Alors il a laissé passer. Et pour la première fois, il s'est senti léger. Psychologiquement, ne pas réagir à tout ne signifie pas être faible. Au contraire, c'est une forme de maîtrise. C'est la capacité de choisir où tu mets ton attention, où tu mets ton énergie, où tu mets ton importance. Karim a compris quelque chose d'essentiel. Il a compris que son calme ne dépendait pas du monde extérieur, mais de sa manière de filtrer ce monde. Il a compris que tout ne mérite pas une réponse, que tout ne mérite pas une émotion, que tout ne mérite pas une place dans son esprit. Et cette compréhension l'a libéré. Je me souviens qu'il m'a dit un jour: avant, je pensais que j'étais trop sensible. Maintenant, je comprends que je donnais trop d'importance. Et cette phrase est puissante, parce qu'elle montre que la sensibilité n'est pas le problème. Le problème, c'est l'absence de choix. Alors oui, tu peux continuer à réagir à tout, à laisser chaque mot, chaque silence, chaque geste t'atteindre, mais tu vas t'épuiser. Ou tu peux apprendre à faire quelque chose de différent. Observer sans absorber, ressentir sans amplifier, comprendre sans te perdre, et le jour où tu réalises que tu peux choisir ce qui mérite ton énergie, tu fais un pas immense, un pas vers la paix, un pas vers la stabilité, un pas vers toi-même,
Parce qu'au fond, ce n'est pas le monde qui te contrôle, c'est ce que tu décides de laisser entrer en toi. Je me souviens de Leïla parce qu'elle vivait dans une attente silencieuse que beaucoup de gens ne reconnaissent même pas en eux. Elle ne demandait pas directement l'approbation des autres, mais elle en dépendait profondément. Un regard positif suffisait à illuminer sa journée. Un silence, une absence de réaction ou une critique légère, et tout s'effondrait à l'intérieur. Elle me disait souvent: je ne sais pas pourquoi, mais j'ai besoin de sentir que les gens m'apprécient. Et cette phrase, en apparence innocente, cachait une fragilité immense, parce que tant que ton bien-être dépend du regard des autres, tu ne contrôles rien. Je me souviens d'une situation très simple. Leïla avait publié quelque chose qui lui tenait à cœur. Au début, elle était fière, elle se sentait bien, mais rapidement, elle a commencé à regarder les réactions, les likes, les commentaires, qui avait répondu, qui n'avait rien dit. Et peu à peu, son émotion a changé. Ce qui était au départ une fierté personnelle est devenu une attente extérieure. Et quand les réactions n'ont pas été à la hauteur de ce qu'elle espérait, elle a douté, pas de son contenu, mais d'elle-même. Peut-être que ce n'était pas si bien, peut-être que je ne suis pas intéressante. Et en quelques minutes, son estime s'est effondrée. Psychologiquement, ce mécanisme est très courant. Quand tu relis ta valeur à la validation extérieure, tu remets ton pouvoir entre les mains des autres. Et les autres sont instables. Leurs réactions dépendent de leur humeur, de leur attention, de leur propre vie. Alors ton estime devient instable aussi. Elle monte, elle descend, sans jamais vraiment s'ancrer. Je me souviens du moment où quelque chose a commencé à changer. Je lui ai posé une question simple. Est-ce que ce que tu as fait avait de la valeur avant même que les autres réagissent? Elle est restée silencieuse. Parce qu'au fond, elle n'y avait jamais pensé. Elle avait appris, inconsciemment, à mesurer sa valeur à travers les autres, mais jamais à travers elle-même. Et c'est là que se trouve le cœur du problème. Psychologiquement, lorsque tu cherches la validation extérieure, tu ignores ta propre validation intérieure. Tu ne te demandes plus: est-ce que je suis fier de moi? Tu te demandes: est-ce que les autres m'approuvent? Et cette question te rend dépendant. Je me souviens qu'elle a commencé un travail très simple. Chaque fois qu'elle faisait quelque chose, elle se posait une seule question: est-ce que cela me correspond? Pas. Est-ce que ça va plaire? Mais est-ce que c'est vrai pour moi? Et petit à petit, quelque chose s'est déplacé. Un jour, elle a partagé quelque chose à nouveau. Mais cette fois, elle n'a pas regardé immédiatement les réactions. Elle s'est arrêtée, elle a ressenti, et elle m'a dit: je suis fière de moi. Et ce moment est essentiel, parce que pour la première fois, sa validation venait d'elle, pas du monde, pas des autres, d'elle. Psychologiquement, ce basculement change tout, parce que lorsque tu te valides toi-même, tu deviens stable, les compliments te touchent, mais ne te définissent pas, les critiques t'atteignent, mais ne te détruisent pas, tu restes centré, ancré, présent. Je me souviens aussi d'un moment où quelqu'un lui a fait une remarque négative. Avant, cela aurait suffi à la faire douter pendant des heures, mais cette fois, elle a écouté, elle a pris ce qui était utile, et elle a laissé le reste, et elle m'a dit: je ne suis plus obligé de croire tout ce qu'on dit de moi. Et cette phrase est une libération, parce que la validation extérieure devient une information, pas une vérité absolue. Psychologiquement, les autres ne te voient jamais complètement. Ils voient une partie de toi, à travers leurs filtres, leurs expériences, leurs blessures. Alors, pourquoi leur donner le pouvoir de définir qui tu es? Leïla a compris quelque chose de profond. Elle a compris que chercher à être aimé par tout le monde, c'est se perdre, parce que pour plaire à tous, tu dois te transformer, t'adapter, te limiter. Et à force de t'adapter, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Je me souviens qu'un jour, elle m'a dit avec un sourire calme: je préfère être en paix avec moi-même que validé par les autres. Et cette phrase marque un tournant, parce qu'elle montre que tu n'as plus besoin de courir après l'approbation, tu la crées en toi. Alors oui, les autres vont continuer à avoir des opinions, à juger, à réagir ou à ne pas réagir, mais cela ne doit plus définir ta valeur, parce que ta valeur ne dépend pas d'un regard, elle dépend de ta relation avec toi-même. Et le jour où tu comprends cela,
Tu arrêtes de mendier l'attention, tu arrêtes de chercher à plaire à tout prix. Tu deviens libre, libre d'être toi, libre de dire, libre de faire, libre de vivre sans attendre une validation constante, parce qu'au fond, ce n'est pas le regard des autres qui te construit, c'est le regard que tu poses sur toi-même. Je me souviens d'un homme, Samir, qui revenait toujours avec la même question, presque douloureuse: pourquoi ils me font ça à moi? Il parlait de collègues, d'amis, parfois même de personnes proches, des remarques blessantes, des attitudes froides, des réactions disproportionnées, et à chaque fois il prenait tout comme quelque chose de personnel, comme si chaque comportement des autres était une preuve directe de sa propre valeur. Et cette manière de voir le monde l'épuisait, parce qu'il passait son temps à se remettre en question pour des choses qui, en réalité, ne parlaient pas de lui. Je me souviens d'une situation précise. Un collègue lui a parlé sèchement, sans raison apparente. Le ton était dur, presque agressif. Et immédiatement, Samir s'est senti attaqué. Il a passé la journée à analyser: qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je l'ai contrarié? Est-ce qu'il ne m'aime pas? Et dans ce processus, il s'est fait souffrir, parce qu'il cherchait en lui une réponse à quelque chose qui ne venait pas de lui. Psychologiquement, c'est un mécanisme très courant. Quand quelqu'un agit mal envers nous, notre cerveau essaie de comprendre, et souvent, il interprète cela comme quelque chose de personnel, comme si le comportement de l'autre était une réaction à qui nous sommes. Mais la vérité est différente. Les gens agissent à partir de leur propre monde intérieur, leurs blessures, leurs frustrations, leurs fatigues, leurs peurs. Et très souvent, cela n'a rien à voir avec toi. Je me souviens du moment où quelque chose a changé pour Samir. Pas parce que les gens autour de lui ont changé, mais parce qu'il a commencé à voir différemment. Un jour, le même collègue a eu une autre réaction sèche. Mais cette fois, Samir ne s'est pas précipité dans l'analyse. Il a observé, il a pris du recul, et il s'est posé une question simple: et si ça ne parlait pas de moi? Et cette question a tout changé, parce qu'elle a ouvert une autre possibilité. Peut-être que cette personne était stressée, peut-être qu'elle traversait quelque chose, peut-être qu'elle ne savait pas gérer ses émotions. Et pour la première fois, Samir n'a pas absorbé cette attitude, il ne l'a pas laissé définir son état intérieur. Et il m'a dit: c'est étrange, mais je ne me sens pas touché. Et ce moment est une libération. Psychologiquement, comprendre que les autres agissent selon leurs propres blessures te permet de créer une distance émotionnelle. Pas une distance froide, mais une distance consciente. Tu vois, tu comprends, mais tu ne prends plus tout pour toi. Je me souviens aussi d'une femme qui m'a dit un jour: j'ai réalisé que certaines personnes ne me rejetaient pas, elles rejetaient ce qu'elles ne comprenaient pas. Et cette phrase est puissante, parce qu'elle montre que le rejet n'est pas toujours une vérité sur toi. Parfois, c'est une incapacité chez l'autre, une limite, une peur, une insécurité. Mais tant que tu interprètes tout comme une attaque personnelle, tu te fragilises, tu donnes aux autres un pouvoir immense sur ton équilibre. Samir a commencé à observer davantage. Il a remarqué que certaines personnes étaient dures avec tout le monde, pas seulement avec lui. Il a remarqué que certaines réactions arrivaient surtout dans des moments de stress. Il a remarqué que certaines critiques parlaient en plus des peurs de l'autre que de la réalité. Et peu à peu, il a compris. Il a compris que tout ne lui était pas destiné, que tout ne le concernait pas. Et cette compréhension l'a apaisé. Je me souviens qu'il m'a dit un jour: avant, je pensais que les gens me faisaient du mal. Maintenant, je vois qu'ils se débattent avec eux-mêmes. Et cette phrase change tout, parce qu'elle transforme la perception. Au lieu de voir une attaque, tu vois une difficulté. Au lieu de voir un rejet, tu vois une limitation. Et cela ne veut pas dire que tu dois tout accepter, non. Mais cela veut dire que tu n'as plus besoin de tout absorber. Psychologiquement, cette posture te redonne du pouvoir, parce que tu choisis ce que tu prends et ce que tu laisses. Tu peux entendre une critique sans qu'elle devienne une vérité. Tu peux voir une attitude froide sans qu'elle te définisse. Tu peux vivre une injustice sans perdre ton centre. Je me souviens aussi d'un moment où quelqu'un a été injuste avec Samir. Avant, cela l'aurait détruit intérieurement. Mais cette fois, il a simplement dit: ce n'est pas juste, mais ce n'est pas moi. Et cette phrase est une protection, parce qu'elle sépare ton identité
du comportement des autres. Alors oui, les gens vont continuer à agir, à projeter, à blesser parfois, consciemment ou non. Mais tu n'es pas obligé de porter tout cela. Tu n'es pas obligé de transformer chaque comportement extérieur en vérité intérieure. Parce qu'au fond, ce que les autres font parle d'eux, mais ce que tu choisis d'en faire parle de toi. Et le jour où tu comprends cela, tu arrêtes de tout prendre personnellement. Tu observes, tu comprends, mais surtout, tu restes libre. Je me souviens de Camille parce qu'elle avait fait une erreur que beaucoup de personnes font sans même s'en rendre compte. Elle croyait que pour ne plus souffrir, il fallait ne plus ressentir. Après plusieurs déceptions, plusieurs blessures, elle avait construit une sorte de mur invisible autour d'elle. Elle ne s'attachait plus vraiment, elle ne s'impliquait plus profondément, elle restait toujours un peu en retrait, comme si elle observait sa propre vie à distance. Et au début, cela lui donnait une impression de sécurité, moins d'attente, moins de déception, moins de douleur, mais aussi moins de vie. Je me souviens qu'elle m'a dit un jour: je ne souffre plus, mais je ne ressens plus grand-chose non plus. Et cette phrase est essentielle, parce qu'elle montre que se couper du monde émotionnel, ce n'est pas se protéger, c'est s'éteindre doucement. Psychologiquement, quand tu bloques tes émotions pour éviter la douleur, tu bloques aussi tout le reste, la joie, la connexion, l'amour, la profondeur. Tu deviens stable en apparence, mais vide à l'intérieur. Camille pensait être forte, mais en réalité, elle était en protection permanente, et vivre en protection est épuisant. Je me souviens du moment où quelque chose a commencé à bouger. Elle a rencontré quelqu'un. Pas une histoire intense, pas un bouleversement, mais une présence simple, sincère. Et doucement, quelque chose en elle a voulu s'ouvrir à nouveau. Mais avec cette envie est revenue la peur. La peur d'être blessée, la peur de perdre le contrôle, la peur de ressentir trop. Et elle m'a dit: je veux m'ouvrir, mais j'ai peur de retomber dans la souffrance. Et c'est là que la confusion apparaît, parce que beaucoup de personnes pensent que se détacher signifie ne plus s'impliquer, ne plus aimer, ne plus ressentir. Mais ce n'est pas ça. Se détacher, ce n'est pas se fermer, c'est ne plus dépendre. Et cette nuance change tout. Je me souviens que je lui ai dit une chose très simple: tu peux ressentir sans te perdre. Au début, elle ne comprenait pas, parce que pour elle, aimer signifiait s'abandonner, s'oublier, se donner entièrement, jusqu'à se perdre. Mais il existe une manière plus consciente, plus équilibrée, plus libre. Psychologiquement, le détachement émotionnel sain, c'est la capacité de rester connecté à tes émotions tout en restant ancré en toi. Tu peux aimer quelqu'un sans que ton bonheur dépende entièrement de lui. Tu peux être déçu sans que cela détruise ton estime. Tu peux ressentir sans être submergé. Je me souviens d'un moment très concret. Camille a vécu une situation où l'autre personne était moins disponible. Avant, cela aurait déclenché de l'angoisse, des questions, des doutes. Mais cette fois, elle a ressenti une légère inquiétude. Et au lieu de s'y perdre, elle est revenue à elle. Elle a continué sa journée, ses activités, sa vie. Et elle m'a dit: c'est la première fois que je ressens quelque chose, sans me laisser envahir. Et ce moment est une victoire immense, parce qu'elle montre que tu peux vivre tes émotions sans qu'elles prennent le contrôle. Psychologiquement, ce qui fait souffrir, ce n'est pas l'émotion elle-même, c'est l'attachement excessif à ce qu'elle représente. C'est le fait de croire que ton équilibre dépend de quelque chose d'extérieur. Mais quand tu te détaches, tu changes cette relation. Tu ne supprimes pas l'émotion, tu changes son pouvoir. Je me souviens aussi d'une phrase qu'elle a dite plus tard: je peux aimer, mais je ne m'oublie plus. Et cette phrase est le cœur du détachement, parce qu'elle montre que tu restes présent dans la relation, sans disparaître en elle. Tu n'abandonnes pas tes besoins, tu n'ignores pas tes limites, tu n'effaces pas ton identité, tu restes entier, conscient, libre. Et c'est là que quelque chose de profond se produit. Parce que quand tu n'as plus peur de ressentir et que tu n'as plus besoin de contrôler, tu deviens stable, naturellement, sans effort.
Je me souviens qu'elle m'a dit un jour: «Avant, j'avais peur de souffrir. Maintenant, je sais que je peux gérer ce que je ressens.» Et cette confiance change tout, parce que tu n'évites plus la vie, tu la vis, mais différemment, avec une distance intérieure, avec une solidité, avec une présence à toi-même. Alors oui, se détacher ne veut pas dire devenir froid, ne veut pas dire devenir distant, ne veut pas dire ne plus aimer. Cela veut dire aimer sans dépendre, ressentir sans se perdre, s'impliquer sans s'abandonner. Et le jour où tu comprends cela, tu n'as plus besoin de te protéger en te fermant, parce que tu sais que, quoi qu'il arrive, tu resteras avec toi-même. Et cette certitude est la plus grande sécurité qui existe. Je me souviens d'une femme qui m'a dit un jour quelque chose de très simple, presque banal, mais qui contenait une force immense. Peu importe ce qui m'arrive, je reviens toujours à moi. Et sur le moment, cela peut sembler évident, presque facile. Mais en réalité, très peu de personnes savent vraiment faire cela. Parce que dans la vie, tout nous pousse à sortir de nous-mêmes. Les attentes, les blessures, les relations, les peurs, les regrets. On se perd dans ce que les autres pensent, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils ne font pas. On se perd dans des scénarios, dans des souvenirs, dans des projections. Et à force de se perdre à l'extérieur, on oublie de revenir à l'essentiel, soi. Je me souviens de Julien. Après une rupture difficile, il était complètement désorienté. Ses pensées tournaient en boucle. Il revivait les moments, les conversations, les erreurs. Il cherchait des réponses partout, sauf en lui. Il me disait: «Je veux comprendre pourquoi ça s'est terminé. Je veux savoir ce que j'ai raté.» Et cette recherche le maintenait prisonnier, parce qu'il regardait toujours vers l'extérieur, vers l'autre, vers le passé, mais jamais vers lui-même. Je me souviens du moment où quelque chose a commencé à changer. Pas parce qu'il avait trouvé toutes les réponses, mais parce qu'il a arrêté de les chercher là où elles n'étaient pas. Je lui ai dit une chose très simple. Et si, au lieu de chercher à comprendre l'autre, tu revenais à toi? Au début, il ne comprenait pas, parce que pour lui, revenir à lui-même signifiait penser encore plus, analyser encore plus. Mais ce n'est pas cela. Revenir à soi, ce n'est pas réfléchir, c'est se reconnecter à ce que tu ressens vraiment, à ce que tu vis, à ce que tu es. Psychologiquement, lorsque tu es perdu dans tes pensées, tu es coupé de ton présent. Tu vis dans des histoires, dans des interprétations, dans des scénarios. Mais quand tu reviens à toi, tu reviens au réel. Je me souviens qu'il a commencé par quelque chose de très simple: respirer, s'arrêter, observer ce qu'il ressentait, sans chercher à l'expliquer, juste ressentir la tristesse, la colère, le vide. Et au lieu de fuir ses émotions, il les a accueillies. Et il m'a dit: «C'est difficile, mais je me sens plus calme.» Et c'est normal, parce que fuir crée de la tension, mais accueillir crée de l'apaisement. Je me souviens aussi qu'il a commencé à se poser d'autres questions. Pas pourquoi ça s'est terminé, mais de quoi j'ai besoin maintenant. Pas qu'est-ce qu'elle pense de moi, mais qu'est-ce que moi je ressens vraiment. Et petit à petit, son attention a changé de direction. Il ne regardait plus constamment vers l'extérieur. Il revenait à lui encore et encore. Et c'est cela la clé. Revenir à soi n'est pas quelque chose que tu fais une fois. C'est un mouvement, un réflexe à construire, une habitude intérieure. Je me souviens d'un moment où quelque chose l'a encore touché. Un souvenir, une émotion. Avant, il se serait perdu dedans pendant des heures. Mais cette fois, il s'est arrêté. Il a respiré, il a ressenti, et il s'est dit: «Je suis là, je suis avec moi.» Et en quelques minutes, l'intensité est redescendue. Psychologiquement, quand tu sais revenir à toi, tu ne bloques pas les émotions, mais tu ne t'y perds plus non plus. Tu les traverses, tu les accueilles et tu reviens à ton centre. Je me souviens qu'il m'a dit un jour: «Avant, j'avais l'impression de me noyer dans ce que je ressentais. Maintenant, j'ai l'impression de pouvoir nager.» Et cette image est parfaite, parce que la vie va continuer à te mettre face à des émotions.
des situations, des imprévus. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux apprendre à revenir à toi. Et cette capacité change tout, parce qu'elle te donne un point d'ancrage, quelque chose de stable, quelque chose qui ne dépend pas des autres. Je me souviens aussi de cette femme qui disait « Même quand tout va mal, je sais où me retrouver ». Et cette phrase est une forme de liberté, parce qu'elle signifie que peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu as un refuge intérieur, un espace où tu peux te retrouver, te recentrer, te reconstruire. Psychologiquement, celui qui sait revenir à lui-même ne se perd jamais complètement. Il peut vaciller, douter, souffrir, mais il sait qu'il peut revenir. Encore, toujours. Alors oui, le monde va continuer à bouger, les gens vont continuer à agir, les situations vont continuer à changer. Mais si tu apprends à revenir à toi, tu ne seras plus emporté à chaque vague. Tu deviendras stable, présent, ancré. Parce qu'au fond, la plus grande force que tu peux développer, ce n'est pas de contrôler le monde extérieur, c'est de savoir revenir à ton monde intérieur, encore et encore, jusqu'à ne plus jamais te perdre.